Madame, monsieur, bonsoir. Je commence par l'élément féminin. Bonsoir. Donc agréable. Ça va bien, Madame Cinéma? Ça va, merci. On va d'abord dire bonsoir aux amis, puis on viendra au cinéma. Monsieur Branchi, bonjour. Bonsoir. Ça va bien? En forme? Ça va. Pas de réunion de CASTEM, pas de réunion de la mairie de France, du conseil municipal, pas de réunion. Ça va. Par contre, je peux me permettre, ça va bien j'ai 95 ans. Alors, en fait, Justice va fête cette semaine. Ah, tu nous as fait peur, là. Ah oui, c'est tout ça. Je vais te demander ce que tu bois le matin. Oui, c'est 95 années et donc va recevoir ses confrères de la presse vendredi soir pour un cocktail amical. Mais enfin, il y aura une petite discussion quand même sur le thème, le rôle de la presse dans le débat politique et social d'aujourd'hui, dans la Martinique d'aujourd'hui. On pourra dire ce qu'on veut. On pourra dire ce qu'on veut, Donc, toute la presse est conviée. toute la presse est conviée et bien sûr les militants. Donc c'est Ça se passe à votre siège. À notre siège à 19h vendredi soir, le 8 mai. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est très bien qu'on enregistre là. Eddie Barajo, tu vas me représenter parce que, imaginez-vous, parce que nous sommes comme des livres déchirés, que je vais pour la première fois, après 25 ans, aller à la clôture du festival de jazz de Sainte-Lucie. Bon voyage, hein? Ah, Je suis tout élu. tu prends énormément de risques. Si loin. C'est parce que c'est plus du tout le même public, hein, fais attention. Si tu as gardé en tête que c'était un public de mélomanes, c'est fini. Hein. Gabriel Gagnon, tu te prépares pour l'interview de François Hollande L'interview de François Hollande? Oui, du président qui arrive là, le 9. Je ne sais pas si je vais l'interviewer. Ah bon. Si tu pourras. On m'a dit qu'il y a je ne sais pas si je voudrais l'interviewer. Il y a quand même du tirage. On m'a dit qu'en fait, on a sélectionné les organes de presse. Je ne sais pas ce qu'ils ont On a fait. sélectionné RCI, dites-moi bien, ATV et RFO. Enfin, les meilleurs, quoi. Martinique Première. Non, ils ont les parce meilleurs. que nous parlons et Antilles. Oui, les meilleurs en audiovisuel. Ouais. Nous, nous sommes presse écrite. Ouais, et ça compte. Et ça compte la presse écrite. Sous Javel Ouattiri. C'est l'image quoi, qui compte, quoi, le pareil. Sous Javel Ouattiri. En tous les cas, le magazine Antilles de cette semaine, j'en parle jamais, vous l'avez remarqué, a titré sur l'usine d'Enel un fleuron industriel. Intéressant. Tony parle de MGG. Tony n'est jamais revenu. Après, Il est revenu. Il est revenu. Saluons son retour. Saluons son retour et félicitons-le de MGG. Vous vous souvenez de ce magazine de BD? Fouyaya. Ouais, voilà, qui est devenu Fouyaya après. Et le mot de... Comment il appelle ça encore? Créolade, je cherchais. Créolade de Jude s'appelle Waouet viré. C'est sargasses, pour qu'il l'ignorait. Et puis, avec un petit proverbe marrant, alors, écoutez bien, tout pêche camaché et puis fait ce pantalon yo crevé, machin poisson camaché et puis collier chou. Vous avez compris? C'est un problème économique. Et la marge, qui fait, où se trouve la marge bénéficiaire du poisson? Et puis aussi le Grand Semblé, on revient là-dessus pour faire réussir la Martinique, et voilà. Alors, je vais vous donner des petites news scientifiques. Vous êtes prêts? C'est d'abord une crème qui efface les tatouages. C'est pas s'il n'y a rien, c'est important. Efface ou cache? Qui efface. Alec Falkenham, étudiant à l'université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse, a inventé une crème qui ne s'attaque qu'aux cellules contenant le pigment et pas les autres. Contrairement au laser qui brûle, qui crame tout. Pour l'instant, il n'a fait de test qu'avec des souris tatouées. Mais c'est assez de moi. Mesdames, vous pourrez peut-être bientôt vous débarrasser de ces tatouages tribales. Pourquoi je te regarde? Je ne suis pas au courant de... Ah, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui se mettent des tatouages dans les fesses. C'est de ça que je parle. Alors je continue. Ces tatouages tribales dans le bas du dos qui vous fait tant honte, qui vous gêne tant une fois rencontré le garçon sérieux de votre vie. Accessoirement, un tatouage placé au bas du dos ne permet pas toujours une péridurale. Donc ça a des conséquences. Ah ouais. Et puis en plus, moi je me demande comment une femme peut se mettre sur un... Je vais être limite, préparez-vous. Se mettre sur le ventre et pendant des heures, ou un monsieur qui lui met un truc à cet endroit. Il y a un homme qui se fait tatouer par une femme. Ok. Bon, deuxième news scientifique. C'est bien aussi d'avoir une riposte. Une protéine artificielle qui rejette le virus du sida. 30 chercheurs de l'Institut de recherche Scripps en Californie ont mis au point une protéine qui imite les anticorps humains. Plusieurs singes sous lesquels elle a été testée ont rejeté le virus HIV qu'on leur avait injecté. C'est fort, hein?
Une excellente nouvelle pour l'humanité, un peu moins pour les singes qui s'attendent à de nombreux nouveaux tests bientôt. Ils vont être testés, les singes. Bon, alors je vais vous donner l'explication technique du cyclotron et puis vous allez parler du problème politique du cyclotron. Vous voulez bien? Alors, le cyclotron, c'est un accélérateur de particules réduit, qui fait que 6 mètres cubes, d'ordre de 6 mètres cubes, alors que les accélérateurs de particules, notamment celui de l'Institut scientifique là, fait des kilomètres. Il permet la production d'isotopes radioactifs, et en particulier d'oxygène, de carbone, d'azote, de fluor, etc., utilisés notamment comme élément de la version médicale, chimique, pas ingérée. Les isotopes sont obtenus par l'irradiation d'une cible avec les protons accélérés par le cyclotron. Alors ça s'appelle cyclotron parce que c'est un tube, et puis il y a une accélération, vous avez compris. Enfin, il y a toujours Wikipédia, si je ne suis pas assez clair. Le fluor 18, l'isotope à demi-vie, 109 minutes, vie courte, permet de fabriquer un fluorodésoxyglucose, c'est-à-dire un sucre radioactif inutilisable par la cellule qui va s'accumuler préférentiellement, et c'est ça qui est important et qu'il faut retenir, dans les zones cancéreuses fortes consommatrices de glucose. Une tomographie à émission de positons, sorte de photographie permettra de détecter de façon appelée le TEP, c'est pour ça que ça s'appelle aussi le TEP scan. La topographie à émission de positons, c'est TEP, permettra de détecter de façon particulièrement fine certains cancers puis de les traiter à des stades très précoces. Et puis ensuite, de bien focaliser sur la partie qui est à tête et pas faire beaucoup de tromblons qu'on faisait avec la chimio. Alors maintenant, le problème politique du cyclotron, l'URL, la Guadeloupe et tout, qui veut le traiter? Ok, dis, vas-y. Ouais, au-delà du problème d'abord politique, il faudrait expliquer aux gens pourquoi la Guadeloupe et la Martinique se battent. Ouais. Le produit dont tu parles a une durée de vie de 4 heures. Ouais. C'est-à-dire qu'il va du cyclotron vers le TEP scan. Ouais. Il est en fait l'aliment du TEP scan, qui est un appareil qui permet, comme tu l'as dit, de détecter les cellules cancéreuses. Cette durée de vie de 4 heures donc limite la distance qu'il y a entre le cyclotron qui produit le radioactif et l'appareil. Donc s'il est en Guadeloupe, les Guyanais n'auront pas, ce sera trop tard pour prendre un avion de Guadeloupe vers la Guyane. Surtout avec l'escale d'ici. Voilà. Pas d'avion direct. Bon, il n'y a pas d'avion direct. En plus. S'il est de Martinique, c'est possible. S'il est Martinique, Barbade, c'est possible. S'il est Martinique, Trinidad, c'est possible. Et c'est là que se trouve la plus grosse concentration de clients. Voilà. Tandis que s'il est en Guadeloupe, la Guadeloupe pourra alimenter la Martinique, mais ne pourra pas alimenter ni... Tu as oublié la Jamaïque. La Jamaïque, c'est le nord, c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe peut faire la Jamaïque. Ouais. Mais par contre, la Jamaïque a des cyclotrons beaucoup plus proches, notamment à Porto Rico. Donc c'est d'abord une position stratégique qui rend l'installation en Guadeloupe moins intéressante et moins rentable aussi, économiquement. Voilà. Parce que c'est à partir de 4 sortes de traitements que ça. Donc c'est d'abord un problème de distance. Ouais. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, Wembouti ou Kagoumé, il y en a l'autre. Non. La Martinique est mieux placée. C'est pas nous qui le disons, c'est les spécialistes. Qu'il y ait des experts, deux experts qui concluent à la... Voilà. Ouais. Donc c'est ça le problème. Et ça devient donc une problématique politique à partir du moment où celui qui réussit à implanter le cyclotron met en place toute une filière économique et surtout bénéficie évidemment de l'aura de celui qui aura réussi à sauver des vies, parce que l'implantation de cyclotrons alimentant des TEP scans permet de multiplier par 20 voire 30 le nombre de vies sauvées grâce à un dépistage plus précoce. C'est plus précoce, et puis ensuite, quand il est dépisté, un traitement beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et pour la sécurité sociale, c'est une excellente nouvelle, puisque les gens qui ne sont pas pris à temps, souvent, coûtent beaucoup plus cher à la collectivité que les gens qui sont traités au début. Et en plus, ils doivent se déplacer. Voyage sous la France, billets d'avion, accompagné. Ça coûte une fortune. Voilà. Ouais, c'est vrai que stratégiquement, il ne faut pas oublier derrière que c'est de la médecine nucléaire de pointe. Et derrière, c'est vraiment le traitement de cancer, sachant que dans la zone, le cancer reste une maladie qui est vraiment très importante.
c'est vraiment la possibilité de bénéficier de traitements vraiment adaptés sur cette pathologie qui est, comme je l'ai déjà dit, très importante. Donc c'est pas anodin. Cause. Dans la zone, c'est la deuxième cause de mortalité. La première cause, c'est toutes les maladies dites circulatoires, enfin, AVC, arrêt cardiaque, etc. La deuxième cause, c'est devenu la deuxième cause. Alors, si je crois bien, Lurel a pris une position très combative sur ça, en disant qu'il aura son cyclotron et tout. C'est pas un petit peu dérisoire comme attitude? En fait, on pourrait lui reprocher de ne pas le faire, puisqu'il y a la Guadeloupe, comme la Martinique, a autant de malades. Et tu connais, enfin, vous connaissez l'antagonisme classique entre Martinique. La rumeur... On est quand même sur, attention, il faut que les gens comprennent bien, mais quand même sur plusieurs millions d'euros. C'est pas 200 000 euros. La rumeur dit que la Martinique a déjà obtenu à 2 reprises le financement du cyclotron et puis qu'elle a utilisé l'argent à d'autres fins. Mais ça, j'ai pas de dossier, pas de document, mais enfin, les élus pourront poser cette question. Tout à fait. Entendre sur les prix, le cartel du... Oui, juste pardon. quand même. Il y a les médecins qui ont publié une tribune d'enfants santé, Martinique, Guadeloupe, où ils mettent l'accent sur la nécessité du cyclotron à la Martinique. Oui. Ceci étant, la Guadeloupe, il y a un positionnement de l'URL pour avoir un cyclotron. La Guadeloupe a fait une pétition. Mais il ne s'agit pas du même cyclotron. C'est un cyclotron beaucoup plus petit. Celui quoi, de Guadeloupe? De Guadeloupe. La thèse guadeloupéenne, c'est chaque département a son cyclotron. S'il y en a un qui tombe en panne, l'autre pourra remplacer. Non. Oui, j'ai entendu ça. La Martinique, c'est un cyclotron plus performant et ayant effectivement cette capacité de couvrir tout le bassin caraïbe, le bassin sud. Donc on est sur 2 approches, économiques et politiques. Aujourd'hui, il y a plus politique qu'économique. C'est ça. Même si les deniers d'État devenant très rares, ceux qui font le chèque, c'est-à-dire les comptables, vont regarder où ils ont le moins de zéro ajouté sur le petit bout de papier. C'est logique. Et qui est comptable? Ce sont les socialistes, l'URL est socialiste. Ouais. Pour autant, il y aura une pertinence en termes médical, économique et relationnel dans la région. Donc ce sont ces éléments que le gouvernement devra prendre en compte avant de prendre sa décision. Tu penses qu'on aura une annonce là, le 9? Monsieur Hollande, tu le demanderas directement. je vais lui demander directement. Je vais lui poser la Si question. tu le vois, Si, tu te mettras là. Quand même, on le voit. Tu te mettras là. plaisant. On va parler de tête à tête. Tu te mettras au bas d'escalier. Non, peut-être à tête, on va nous Non, mais il parle à tout le monde. Il répond à tout le Non, monde. donc là-dessus, non. Ceci étant, il y a une délibération du Conseil régional aujourd'hui, jeudi, qui a été sur le cyclotron et la délibération concernant ce cyclotron avec le financement, l'engagement de la région sur le financement, la délibération a été adoptée à l'unanimité des élus. C'est bien. De toute façon, ça coûte pas si cher que ça, parce qu'il faut qu'on arrête. 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, ce n'est que 2% à peu près, enfin bon, un peu plus, du budget consacré aux routes en Martinique chaque année. Quoi. Oui. Chaque année, nous dépensons 100 millions d'euros Pour rouler confortablement. Faut arrêter, 5 millions d'euros, c'est parti. Quoi. Entendre sur les prix, le cartel du poulet épinglé, c'est pour toi ça, par l'autorité de la concurrence. Il peut y avoir des cartels de tout et de n'importe quoi. poulet, de la Alors, volaille. il y a le cartel de la drogue. Volaille, pas poulet. Ensuite, du poulet. La Ensuite, volaille. non mais le poulet c'est mieux. Et le moins classique, le cartel des yaourts qui a été condamné à 190 millions. Ce qui n'était pas cher. Ça fait des années qu'il trafiquait. Et de haut d'amende en mars 2015. C'est le cartel du poulet qui risque de prendre cher. Cartel du poulet entre guillemets. Pas moins de 35 entreprises sont concernées par une enquête qui avait commencé depuis plus d'une dizaine d'années, très précisément de l'autorité de la concurrence, à laquelle notre honorable journaliste de justice a participé. La direction de la concurrence. Direction de la concurrence. Et alors, 14 ans, je dis 10 ans, mais c'est 14 ans. Ouais. Et donc cette entente illicite se serait formée en 2000. Et puis c'est vous à arranger qu'on est tête nous. Et alors, donc réunion secrète, fixation de prix, etc. Et la direction a calculé, parce que ça se faisait à la fédération justement de la volaille, une centaine
de réunions de ces 35 entreprises qui sont concurrentes se sont vues une centaine de fois pendant ces 14 ans, calculés. Donc vous voyez, mettre au point les prix. Le caractère régulier. Vous avez compris. Bon, alors, dans le poulet, effectivement, on fait Ça fait une fois par mois. ouais, voilà, Ça fait une fois par mois. Le poulet et puis les volailles, Alors, il y aurait LDC, c'est les poulets loués, et un poulet que vous voyez souvent ici, parce qu'on a le sentiment avec ce nom-là que c'est un poulet local, le poulet doux. Et puis aussi le gaulois, on dit leur nom. Ce qui donne revient à la qualité gustative des poulets. C'est les mêmes avec hormones et tout ça, c'est la même chose. Hein. Ils en profitent pour déchirer le poulet. Ils sont aussi bons les uns que les autres. Quand même. Alors les entreprises ne nient pas les faits, d'autant plus que vous savez qu'en ne niant pas, elles ont un abattement de 10 à 20% sur l'amende. Mais quand même, les amendes peuvent atteindre 10% de leur chiffre d'affaires mondial. Pour LDC, ça ferait par exemple 300 millions d'euros. La parole est à vous, monsieur le spécialiste de la concurrence. Alors, ce sont des enquêtes, comme tu l'as souligné, qui sont des enquêtes longues, difficiles. Et ces dernières années, d'ailleurs, le droit de la concurrence a évolué. Et en gros, avec de bons avocats, les entreprises ont la possibilité, en faisant de la procédure, de faire durer le plaisir, en faisant appel notamment auprès de la Cour d'appel de Paris, qui est l'instance compétente au-dessus de l'autorité de la concurrence. Et d'autre part, c'est un point de vue personnel, c'est que pendant ce temps-là, les entreprises ont fait monter les prix artificiellement. En gros, je crois que c'est 20% par rapport au prix normal. Alors, il y a une petite entente qui a été découverte à La Réunion, qui est beaucoup plus localisée, entre les entreprises de contrôle technique. C'est ça. Bon, c'est-à-dire que les types s'étaient mis d'accord pour tarifer aussi au-dessus de 20%. Ouais. Bon. Et ce qu'il faut souligner, donc, c'est le temps que ça prend, et que, deuxièmement, les amendes qui sont infligées ne compensent pas, à mon avis, le dommage qui a été causé aux consommateurs en payant plus cher le prix qui aurait pu résulter soit d'une saine concurrence. Alors c'est là qu'on en vient au mythe de la concurrence libre et non foncée. Donc les deux courbes d'offre-demande se fixeraient à un niveau de prix beaucoup plus bas, mais on s'aperçoit que d'une manière ou d'une autre, la concurrence est faussée, que le prix se fixe beaucoup plus haut. Et puis deuxièmement, cela ne compense pas, et ça c'est un point de vue, un prix qui a été fixé rationnellement en fonction d'une autorité de fixation de prix. Mais ça, c'est exclu, puisqu'on considère que c'est ringard. Bon. Pas que ça soit ringard, mais ça ne correspond pas à la philosophie actuelle. Mais dans du système libéral. Dans les petites économies insulaires, en particulier. Oui. Bon. Là, c'est une enquête qui est au niveau national français. Oui. Bon. Mais dans les petites économies insulaires, bon. Il est incompréhensible que des entreprises qui ont à peu près le même équipement technique, oui, qui pratiquent à peu près les mêmes salaires des personnels, qu'on leur dise artificiellement de se faire concurrence. Naturellement, au bout d'un mois, un coup de fil, au cas venir pour un ponche à moins. Bon. Au café, au contrôle technique là pour 62 €, hein, et mon café pour 90. Mais non, mais on nous mettait ça à 90, mon ami. Bon. Et c'est naturellement. C'est pas la peine de perdre de l'argent. C'est pas la peine de perdre de l'argent. Nous sommes martiniquais. nous sommes réunionnais. Tu comprends? Il faut protéger notre marché. Il faut protéger notre profession. Voilà ce qui altère de manière durable l'image de l'entreprise. Voilà. Et des chefs d'entreprise. Ouais. Et cette tentation-là, elle n'épargne personne. Ça va du plus petit au monstre du pétrole, tous des ripoux, des télécoms. Et ce qui est assez terrible, c'est de voir avec quelle facilité les entreprises qui sont surprises font le chèque, quoi. Ouais. Ouais. On n'a jamais d'entreprises qui disent bon alors là je dépose mon bilan. Alors ma café mais ça non ok. D'accord. Ils ont pris tellement d'argent. Parce qu'elles ont intégré
elles ont rapidement intégré l'amende dans le prix. Elles ont provisionné l'amende déjà. Okay. C'est-à-dire que si on est coincé, on a même eu des cas où les types ont créé une cagnotte pour payer l'amende. Oui, tout à fait. Alors, aux États-Unis, par exemple. Ce qu'il faudrait faire, c'est que l'amende ne soit pas déductible des profits. Des profits. Alors là, ce jour-là, je peux te dire que les types ils vont arrêter de tricher. Parce que l'amende, on la paye, on l'enlève du chiffre d'affaires, donc on paye moins d'impôts, on gagne. Enfin, voilà. Mais comme ils ont artificiellement explosé leur chiffre d'affaires, donc leur profit, ils ont déjà intégré, comme le disait. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer là-dessus? C'est pas obligatoire, mais enfin, Oui, parce que je crois que... Bon, la décision de l'autorité de la concurrence sur la filière volaille est tombée aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. C'est tombé, la décision est tombée sur la filière volaille. Oui. Elle est tombée aujourd'hui. Oui. Tu dis la décision elle-même? La décision elle-même. Ouais. Et c'est pas du tout la lecture que fait l'autorité de la concurrence. Possible. Elle a minoré l'amende au motif que la filière volaille aujourd'hui est dans une situation extrêmement tendue et de grande difficulté. Bien sûr. 1. 2. Elle reconnaît la justification de l'entente entre les différentes sociétés de production. Entente imposée par la grande distribution, par la situation, par la pratique commerciale et tarifaire de la grande distribution. Oui. En fait, ce sont des circonstances voilà, absolues. ils estiment que c'est la pratique tarifaire imposée par la grande distribution qui les obligeait. a entraîné une entente entre les productions de volaille. Et que compte tenu de la situation critique de la filière volaille, puisque nous avons eu la grande société de production de poulet là, qui était en faillite, et qu'elles sont toutes dans le rouge, donc l'amende a été minorée. Cela a permis, oui, il y a des ententes claires et nettes, mais entente, pourquoi? Entente pour, si la filière volaille s'entend sur un tarif au détriment du consommateur, c'est une chose. Mais si en réalité, ils établissent une entente sur le prix du poulet par rapport à ce que la grande distribution peut leur imposer, il faut bien oublier que lorsqu'on arrive avec son poulet... Gabriel, c'est pernicieux ce que tu dis, c'est tendancieux. Parce que la grande distribution, son principe c'est de diminuer les prix. Elle existe parce que justement, ils ont mis des prix. Son leitmotiv c'est de diminuer les prix. Oui, ils ont mis au profit du consommateur. Mais la haute autorité estime que la grande distribution, imposant une baisse systématique des prix, que eux s'étant fixé un plancher... C'est en fixant un plancher sur les prix. C'est là l'entente. On a compris. Voilà. Non, mais il y a deux phénomènes. Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène d'entente et il y a le phénomène de position dominante. Ouais. Voilà. Donc, il y a une entente pour résister à une position dominante des grandes surfaces qui en gros, avec les centrales d'achat, le petit nombre de centrales d'achat qu'il y a, le petit nombre de grandes surfaces, le fait qu'on a pratiqué un certain malthusianisme économique, c'est-à-dire on a limité la création de grandes surfaces et qu'il y a des monopoles régionaux en France. En ce qui concerne les grandes surfaces. En gros, les grandes surfaces se sont aussi réparties le marché français dans des zones d'influence. Bon, elles ont un moyen, et c'est pas seulement, le problème n'est pas posé seulement pour la volaille, c'est toute l'agriculture, tout l'agroalimentaire qui subissent là. Donc, c'est une entente défensive. Alors attends, je t'interromps. J'ai lu une étude qui explique qu'ils se sont entendus pour la répartition, les grandes surfaces se sont entendus pour la répartition des grandes villes. Hein. Les grandes villes. Des grandes villes. Alors, il y a quand même des zones où il y a des grandes villes, mais Michel a raison. Quand on se balade dans les régions françaises, on va s'apercevoir qu'il y a des enseignes qu'on ne verra pas là, qu'on ne verra autre part. Voilà. Mais d'ailleurs, récemment, pour le citer, un grand journal français, je crois que c'est l'Obs, a publié une enquête très intéressante. Il est moderne, l'Obs tout de suite. Là. Il ne dit pas Nouvelle Obs, il dit l'Obs. Il a intégré. L'Obs, c'est fini. Ah oui, il a intégré le nouveau. Vous savez pas ça? Si, je le savais. Mais dans l'engagement, c'est toujours Nouvelle Obs. Il y a un petit moment où ça fait peur. Non, mais ça a changé de philosophie. Je sais. Il faut quand même pas que les industriels de la volaille apparaissent comme étant des anges. Oui. Okay. Parce qu'il y a une autre partie importante de leur chiffre d'affaires qui est réalisée à l'exportation. D'où par exemple. Voilà. D'où. Et c'est une multinationale, c'est énorme. Ils ont été rachetés là, il n'y a pas très longtemps. Au moins les travailleurs brésiliens. Brésiliens et africains. Donc, ce sont des capitalistes classiques. Ils se défendent, mais la surenchère, notamment la surenchère liée
à la demande des actionnaires, parce que c'est fini le petit actionnariat familial des grosses boîtes de l'agroalimentaire. Les Brésiliens viennent de marier plusieurs grands de l'alimentaire Kraft à Heinz, le ketchup, la là. sauce, ouais. Bon, pour des dizaines de milliards. La rentabilité est liée à l'industrialisation et à la financiarisation de ces boîtes-là. Donc, il ne faut pas que les gens qui nous écoutent se disent « Bon, le petit éleveur de poulet, il a augmenté les taxes. » C'est plus des petits éleveurs de poulet. C'est des monstres avec des usines. Quoi. Et puis, en gros, C'est ce qu'on mange d'ailleurs. le retour sur investissement doit être aux alentours de 15-20%. Voilà. Alors, on va rester dans l'économie. Mon questionnement est le suivant. Si l'économie mondiale allait plus mal qu'on ne le croit, et ira plus mal qu'on ne l'espère. La théorie d'Eddie Marajo, qui est un éminent économiste, c'est qu'il y a des cycles qui font que... C'est pas la mienne, c'est... accepté par... défendu par M. Marajo. Il y a un petit mec qui s'appelle Kondratiev et qui a expliqué très clairement que quand il analysait pendant des dizaines d'années, il voyait que c'est bien d'avoir ça montait, ça descendait. C'était une façon de vous faire développer, mon cher ami. Alors, le consensus, c'est que la croissance mondiale va progressivement se normaliser après la succession des crises, je vous les rappelle. Subprime, subprime, si vous voulez, 2008-2009, 2008, zone euro en 2011-2012, et puis la petite mini-crise des pays émergents qui est là, qui dure, et on va voir les raisons. Alors, très rapidement, on pense que cette normalisation qui devrait intervenir, et puis il y en a même qui disent que ça y est, elle vient, on parle des États-Unis. On en parlait tout à l'heure, on en parlait avec Michel, enfin oui, avant l'émission. Cette normalisation anticipée devrait conduire à une normalisation des marchés financiers. Alors, donc plus de comment tu appelles ça, la quantitative easing, plus de planche à billets. Plus de planche à billets, oui. Pour acheter de la dette. Pour faire de la dette, faire du faux pognon. Pas quantitatif. Ouais, voilà. Remonter les taux d'intérêt, et puis on attend aussi, on dit un jour, les matières premières vont prendre leur prix juste et ne pas être bradées comme maintenant. Et là, on se plante, pour certains économistes, parce que sans que l'on prédise un nouveau crash ou une nouvelle crise, ça dit que ça ne va pas reprendre autant qu'on le croit, pour diverses raisons. Et je ne vais pas toutes les citer, parce que chaque pays a des causes. La Russie, c'est le blocus économique, c'est les sanctions qui sont prises. Le Brésil, vous savez, les difficultés que leur économie a. Le Japon, vous savez, les difficultés. La Chine, vous savez, c'est la montée des revendications sociales et puis la turbine qui chauffe. Enfin, on va pas, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais grosso modo, la problématique est que c'est pas demain qu'on va recommencer à manger du pain blanc. Franchement, il va pas le C'est ça qu'on dit là avant. On oublie que le pain noir maintenant il coûte plus cher, c'est du pain. Je vais essayer d'être bref et le plus clair. Je veux dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La crise des subprimes aux États-Unis, c'est une crise de l'endettement excessif des couches populaires parce qu'elles ont été évincées du marché, en réalité, à cause d'une baisse drastique des salaires. Donc la demande étant trop faible, on a incité les gens, pour relancer la demande, à s'endetter. En gros, c'est ça. Bien. Le problème, c'est que la demande aux États-Unis est remontée un peu, l'économie américaine est repartie par précisément la politique, on est descendu même en dessous d'un taux zéro d'intérêt, on a inondé l'économie de billets, et une partie de cet argent aux États-Unis est allée à alimenter une certaine politique de l'offre. Bon. Mais il y a quand même aux États-Unis, il est arrivé quand même quelque chose qui est un fait nouveau, c'est que, vu les particularités de la législation américaine, dans certaines zones et dans certaines villes, on est arrivé à voter pour des SMIC, des salaires minima. C'est-à-dire que ça a relativement soutenu une certaine demande interne parce que les salariés les plus pauvres, dans certaines zones, les conseils municipaux ont voté pour d'achat. Mais cette mesure est combattue au niveau national américain, notamment par c'est possible dans les zones, en gros où certains démocrates de gauche
ont le pouvoir, la nouvelle gauche américaine, ce qu'on appelle. Bon, mais dans la majorité des pays de États-Unis, avec les républicains, c'est pas possible. Donc, d'où un essoufflement de la croissance américaine, et si bien que la Fed, qui avait décidé de remonter ses taux d'intérêt, vient d'annoncer qu'elle va reporter cette décision. Elle voulait revenir à une politique normale. Alors, pour les pays émergents, le problème de la Chine, tu as raison de souligner que les situations sont différentes, mais le problème global, c'est un problème de taux de change. C'est que cette politique de quantitative easing a tendance à effondrer les monnaies des pays émergents, notamment le Brésil, etc. Et donc, par là même leur prix. Par là même leur prix et la valeur des produits. Oui, la valeur des produits et donc nécessairement leur PIB. Donc, sans compter que tu as des effets dans certains pays, l'effondrement du prix des matières premières dont tu as fait état fait que la demande adressée aux pays développés aussi. Quand le Venezuela, bon d'accord, c'est pas particulier le Venezuela, mais comme le Venezuela, l'Arabie Saoudite, l'Angola, la Russie, tous les pays dont l'économie était en grande partie basée sur le pétrole et le gaz, parce que les deux sont liés, bon, n'adresse plus une demande suffisante dans les pays industrialisés, mais quelque part, il y a une contagion de ces effets-là dans les pays développés. Est-ce que vous pouvez être aussi concis, précis et didactique que Michel Branchi? Oui, je crois qu'il a fait le tour. C'est difficile, on l'a dit. Il a fait le tour. Juste une petite précision sur cette histoire de monnaie, parce que ça passe inaperçu, mais en fait, un certain nombre d'États ont... Je vais l'être, t'inquiète. Empruntent ou achètent dans des monnaies fortes et vendent dans leur propre monnaie faible. Voilà. Donc ils ont une dette qui explose et un chiffre d'affaires pour le même produit qui diminue. Parce que la valeur de leur monnaie s'effondre. Donc au bout d'un moment... Ça, c'est les pays émergents. Ça, c'est les pays émergents. Au bout d'un moment, c'est là que, pour revenir au national, qu'il y a des gens qui tirent sur l'euro. Heureusement qu'on a l'euro. Parce que ça ne touche pas les pays qui ont une monnaie unique ou une monnaie très très forte comme les États-Unis. Il a même fallu espérer et peut-être parvenir à baisser l'euro pour exporter. Ouais, alors, petite précision complètement conjoncturelle, ces analyses-là, et c'est ça qui rend l'économie intéressante, c'est que ces analyses-là sont extrêmement fluctuantes, tout simplement parce que là, le prix du pétrole a augmenté de 50% en 15 jours. Ouais. On est passé de 40 à 60 $. Tout à fait. C'est pour ça que le prix du carburant a augmenté ici. Les taux d'intérêt sont repartis à la hausse et l'euro est reparti à la hausse. On était à 1,02 €, on est à 1,23 €. En 15 jours. Hein, donc, et la bourse de Paris a fait une chute hier et avant-hier. Sous les 5000 points. Sous les 5000 points. Donc en fait c'est mal barré, c'est-à-dire que la croissance qu'on espérait là avec les emplois nouveaux, c'est reparti. C'est mort. Ouais. Donc alors, on revient à la caisse d'épargne et à l'analyse de Joseph Stiglitz qui a signé il y a 3 semaines un remarquable article dans Le Monde. Il dit que les politiques d'austérité sont des politiques stupides. Ouais, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Gabriel Gallion. Non, mais on revient. Il faut produire les mêmes effets, on revient à ce qu'on disait on a dit ici pendant pas mal de temps. Et ça me fait penser au fameux livre écrit comme un rocard à la haute du rue. Oui, la haute du rue. Et puis il y a eu aussi encore du rocard. C'est qu'en réalité, politique d'austérité produit effet néfaste, ça c'est clair et net. Et que s'il y a eu un moment d'espoir, parce qu'on a cru qu'il y avait, soi-disant, quelque chose qui bougeait, en réalité, depuis plus d'un an, tous les paramètres indiquent qu'on est en situation de déflation. C'est un mot qui a été prononcé un moment, mais on a vite banni parce qu'il ne faut pas le dire. En réalité, on est en situation de déflation. Bon. Les États-Unis ont eu un souffle parce qu'il y a eu
on a ingurgité un certain nombre de billets. Ils ont eu le gaz de schiste. Et qu'il y avait un Congrès américain qui, lui, n'était pas forcément anti-Obama. Or, depuis peu, ce Congrès est totalement aux mains des républicains. Ouais. Qui dit républicain dit contre la politique Obama. Qui dit contre la politique Obama, ça veut dire contre le soutien du déficit des finances publiques américaines. Notamment par l'intervention de la banque... la Fed. La Fed. Le principe Obama, le principe de tous les présidents des États-Unis, c'est de relever le plafond de la dette. Et les républicains, c'est d'abaisser ce plafond de la dette. Et qui dit abaisser le plafond de la dette dit aussi des purges drastiques sur des volets de dépenses. Notamment social. Santé. Social. Santé. Chômage. Fonctionnaire. Chômage. Ouais. Éducation. Ouais. Le seul élément pour eux qui touche pas à bouger, c'est la sécurité, mais eux, ils s'en foutent parce que le maintien de l'amendement numéro 1 qui compte... La défense. La défense, non. La défense aussi. Ils s'attaquent à la défense. Le seul élément qui peut-être va être regardé d'un peu plus près dans quelques temps, c'est que, en réalité, nous sommes au mois d'août, il y avait un vote du Congrès américain récemment, la semaine dernière, sur le budget. Parce qu'ils votent le budget tous les 3-4 mois parce qu'il faut y ajuster. Le vote a été adopté. Mais ça, en réalité, on n'a pas entendu. Et ce budget voté par le Congrès n'a pas été rejeté. C'est-à-dire qu'Obama ne l'a pas bloqué. Ça veut dire qu'il y a eu une entente entre républicains et démocrates sur un niveau de dépenses qui correspond non pas sur un an, mais sur quelques mois. Donc à chaque mouvement du Congrès américain, il y aura une répercussion sur l'ensemble de l'économie, sur les marchés. Ça, c'est inévitable. Okay. Mais bon, ça va, on a de l'espoir. Le ministère de l'écologie, Mme Ségolène Royal, a confié à M. Letchimy, en décembre 2014, la tâche d'étudier les conditions de mise en place d'une économie circulaire pour la filière automobile pour l'ensemble des Outre-mer. Le député président de région est allé en Guyane, jusque là-bas. À quel moment il fait tout ça? Il est allé là-bas. Il a reçu, je crois, cette semaine... Il était à La Réunion la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Il a reçu les opérateurs cette semaine de la Martinique, etc. Et en fait, il s'agit pour l'instant d'examiner l'organisation des acteurs locaux, c'est-à-dire importateurs de véhicules ou de pneumatiques, filière de traitement des véhicules hors d'usage, véhicules, etc. Alors, on en a bien besoin ici. En tous les cas, cette initiative est née de la volonté du gouvernement d'instituer, d'accélérer la transition vers un nouveau modèle d'économie circulaire, facteur d'innovation, de compétitivité et d'emploi non délocalisable. C'est sur place, c'est endogène, pour prendre un mot qui est plus à la mode, qui permettrait, en plus de lutter contre ces Bajak que l'on voit un peu partout. Qui veut expliquer ce que c'est que l'économie circulaire? Les Bajak. Ah bon? Bajak. VHU. Oui. Des VHU en phase d'achèvement. Donc l'économie circulaire, c'est quelque chose de simple. Un produit existe, quand il arrive en fin de vie, il est recyclé pour alimenter une autre filière. Alors on peut donner des exemples. Par exemple, cette petite bouteille de plastique, quand elle va être, quand l'eau va être consommée et qu'elle va être vide, elle peut, en étant broyée, servir à faire des vêtements, des t-shirts ou des choses comme ça, des revêtements de sol ou une autre bouteille. Le plus souvent, en général, compte tenu qu'il y a une filière de retraitement des déchets plastiques à la Martinique, cette bouteille peut-être c'est sa troisième vie. Voilà, donc ça repart. C'est ça, en fait, c'est la notion de serre, quoi. Ce que tu veux dire qu'elle a été déjà. Elle a été Evian, elle est passée à Matouba et maintenant elle est Zouk TV. Non, c'est fort. C'est sûr. Parce que nous avons notre propre production d'eau à Zouk TV. Vous avez compris ça dans l'usine. La seule chose que je ne sais pas, c'est la bouteille en elle-même, et ça va peut-être venir. Je crois que ça va peut-être venir. Non, mais donc, blague à part, on a la capacité. Il y a une usine sur le port de Fort-de-France. Tout à fait. Qui est une usine très récente d'ailleurs. Oui, qui a été visitée par le président du MEDEF. Pour un véhicule, qu'est-ce qu'on peut en faire? On décarcasse, on démembre? Alors il y a de l'acier dans un véhicule, donc l'acier va refaire de l'acier, donc on va peut-être refaire des voitures, des tôles, etc. L'acier repart. Oui, ici il est réexporté. Dans un véhicule, il y a l'ensemble des plastiques, fait du plastique, etc., etc. Il y a des métaux lourds, il y a du plomb dans les batteries, enfin, il y a de l'huile dans les moteurs, etc. Donc
L'idée, c'est de créer de la richesse avec ce qui, il y a encore quelques années, était destiné à être détruit. Alors une question, pour ceux qui ont réfléchi à ces problèmes-là. Alors, donc c'est une économie dite circulaire, mais pour que ça puisse circuler un peu moins, est-ce qu'on ne devrait pas faire des produits à obsolescence moins rapide? À qui ça? À obsolescence, qu'à mort et qu'à vieillir. Et puis, bon. Moins rapide. Ouais. C'est eux les gars fait avant. Voilà. Oui, mais alors, ça c'est un sujet qui est sur la table au niveau européen. Oui. Effectivement, d'après ce que je sais, c'est que la Commission européenne s'est emparée de ce problème, mais ça atteint tout le problème de l'organisation de l'économie de production et bien sûr le problème de rentabilité. Ah ben, c'est clair. Hein? C'est vraiment le cycle de vie des produits qui s'est raconté. Non, mais il faut. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent pour maintenir le système à circulation trop rapide. Il faut expliquer, si tu fais un produit qui dure plus longtemps, tu vas le vendre moins souvent. Et si tu le vends moins souvent, tu es obligé de vendre plus cher. Voilà, donc raccourcissement. Mais il fait exprès. Non, mais bon, non, mais c'est important parce que peut-être parce que les gens sont fugis directement en panne. Tu en achètes un autre. T'as pas le choix. Prenons un exemple, un ordinateur. Les premiers ordinateurs que j'ai possédés, j'ai gardé mon ordinateur facilement, pas loin d'une dizaine d'années. Oui. Bon. Maintenant, ils m'ont fini à acheter un ordinateur là, j'en ai passé, on pas Galdi, qui côté, pour pas faire pièce commerçante à peine. Dis pas la marque. Bon, on va de l'avant. ça va les obliger à nous Ça fait moins d'une tu peux année. dire les noms, ça va les obliger à nous donner de la pub à Zouk TV pour qu'on ne dise pas, pour qu'on ne parle pas d'eux. Dis le nom, Charles, Toshiba. On va donner de la pub, on ne dira pas votre nom. Toshiba. Mais ben là, ça a quand même 2 pannes money. Les Toshiba de maintenant ne sont pas les Toshiba À d'avant. mon avis, Je le dis pour que tout le monde le sache. à mon avis, dans quelques années, Toshiba ne fera plus d'ordinateur. Il y a aussi une autre raison qui empêche l'allongement de la durée de vie des produits de manière générale, c'est l'accélération de l'innovation technologique. Voilà, c'est ça. Ben oui. Oui, mais une ampoule quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation? Ah ouais, attention, une ampoule. Fais attention, les nouvelles ampoules sont des ampoules intelligentes. Ça va venir. Avec un GPS, etc. Ouais, ils ont sorti des Réfléchissez. Oui, Attends, on va dire mon ami, éteins la lumière, tu gaspilles. mais oui, il n'y a personne. Ou alors le noir ne peut pas mieux. Mais il faut faire attention à ce qu'on appelle l'innovation, parce qu'il y a des vraies et des fausses Et des innovations. fausses innovations, Il y a les gadgets. il y a un élément d'économie circulaire qui est ici et qu'on n'a pas vraiment abordé, qui n'est pas vraiment traité. Ce sont les déchets électroniques, les ordinateurs. Ça, avec les métaux lourds et tout ça. Métaux lourds, métaux précieux. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de filières de récupération des éléments métaux, des éléments précieux qui sont les ordinateurs pour pouvoir les recycler. Il y a quelques-uns qui tentent de le faire. téléphones qui ont une autre durée Parce que le parc d'ordinateurs jetables à la Martinique est considérable. Alors, j'ai appris fortuitement hier que, par exemple, pour les tonnerres de machines d'imprimantes, il y avait une forme. Il faut rappeler que Le tonnerre, c'est l'encre. Bon, eh bien, il y avait une forme de récupération particulière. On vendait avec le tonnerre un sac, et l'intéressé le met dans le sac et le rapporte, et l'importateur le renvoie. On commence un peu, et aussi comme on commence à comprendre, l'économie circulaire, on a connu ça ici. Quand on achète une bouteille de Coca, ou de Pepsi, Dans les fonds des ou de jardins, soda, il y avait des tonnes de bouteilles. non mais attends, on faisait quoi? C'était des bouteilles en verre. Les gardien. On mettait dans des caisses, ou dans des caisses. Et c'était de la consigne. Vous savez que ça existe à Sainte-Lucie encore. Eh On ben parle de oui. bouteilles de bière Python, on remet les bouteilles Mais ça, Python. c'était avant Ça touche. l'avènement du tout plastique. Pas nécessairement. Avant l'avènement de coûts salariaux très élevés qui font que l'industrie ne peut pas fonctionner lorsque c'est trop cher. On paie l'ouvrier beaucoup trop cher, M. Bronchy. Oui, mais C'est un exemple précis. Ça pollue. En fait, quand il y a des ouvriers, Payer l'ouvrier. il n'y a plus d'ouvriers, c'est fini. Non mais attends, ça avait fini d'hier, payer l'ouvrier trop cher, ça pollue. Nécessairement, c'est la conséquence directe, c'est une logique. Tout à fait. C'est Attention. une logique capitaliste. Mais vous savez que, par exemple, j'ai appris que de moins en moins, il y a d'entreprises qui vous font du prêt à découper, de la découpe de bois. Parce que justement, il faut mettre un employé à plein temps, sinon 2, et que évidemment, ils préfèrent vendre des bouilles, ils n'ont plus de rentabilité. C'est plus rentable. Cette activité n'est plus rentable. Donc c'est de l'emploi perdu. Alors, en conclusion, si vous voulez, les conclusions de M. Le Chimi étaient attendues pour le 15 mars. Il aura également précisé. Le 15 mars 15 mai 2016. Ah, 2016. Oui. 15 mars. 2016.
2016, oui, 2016. Précis. Il aura précisé, oui, naturellement, a précisé si ces propositions pourront être adaptées à d'autres filières dans les DOM. Donc, c'est là qu'on pensera à métaux, machin chouette, plutôt à des téléphones et Tu peux mettre que je donne un petit coup de griffe. donne un petit coup de cœur. Alors, j'espère que ce rapport aura plus de conséquences que celui sur la résorption de l'habitat insalubre, et puis celui sur les régions ultrapériphériques et un usage moins rigide de l'article 349 concernant la prise en compte des spécificités de nos régions. Là, il a pas les matchs. Non mais Michel, Le chimiste, c'est bien, extraordinaire. Il faudrait. Comment je ne dis pas que je sois d'accord avec toi? C'est tellement évident et logique que tout ce travail qui a été fait devrait avoir un résultat plus efficace. Non, parce que c'est une manière. Faut pas non plus, nous ne sommes pas non plus que des naïfs. C'est une manière aussi de promotionner. Alors, le premier c'était sous Sarkozy, le deuxième c'était sous Lurel, et maintenant c'est sous Ségolène Royal. Bon. Chaque gouvernement, Alors là, c'est une manière. Là, tu t'engages sur un terrain mouvant. C'est une manière de mettre en évidence les bons amis politiques. Michel, on pourrait te rappeler d'autres mœurs en d'autres temps. Oui, On va faire ça. On va pas être gentil. Informative et pédagogique. Allons être gentils. Monsieur, la loi sur le Monsieur, ce que les gens nous demandent cette information. La loi sur le renseignement finalement a été votée, pas avec quelques atermoiements, mais enfin elle a été votée. Avec très large majorité. Avec quand même des discussions, enfin, tu vois, ils ont Il essayé n'y a de pas faire- eu 100 votes négatifs. En tous les cas, vous savez que ça brasse très large. On ne va pas dire le contenu, mais enfin, on va être entendu, on va être écouté, on va être apprécié, Scanné. on va être scanné, on va être Tout ça, c'est scruté. un seul, en fait. Et la particularité, c'est que cette loi sera soumise au Conseil constitutionnel. Il y a une soixantaine de députés et sénateurs mais qui l'ont dit, mais par le président de la République lui-même qui l'a dit. C'est une innovation. Le président de la République avait demandé au préalable au Conseil constitutionnel de se saisir du texte en lui-même. Et le Conseil constitutionnel a fait remarquer qu'en l'occurrence, il n'y avait pas la procédure suffisante pour que lui s'auto-saisisse du texte ou qu'il soit saisi. Donc une fois que le texte est voté, le Conseil constitutionnel va statuer sur le texte qui lui sera présenté et le Conseil constitutionnel va dire si oui ou non l'une des dispositions du texte porte atteinte aux libertés publiques et aux libertés fondamentales. Est-ce que tu peux donner une précision sur le vote? Oui, tu peux. On remarque que de plus en plus souvent, le député de la Martinique, M. Azero, qui fait partie d'un groupe, on va dire, de gauche et d'opposition, vote les textes du gouvernement. Tout à fait. Vous avez remarqué ça? Oui, De manière, il y a, il travaille dans l'intérêt du Nord, enfin, c'est en sérieux. Voilà. non, dans la loi sur le renseignement, il faut qu'on nous explique. Mais à long terme, c'est dans l'intérêt du Nord. Parce que là, ça fait la 5e fois, Qu'il vote. que le groupe auquel il appartient prend une position anti-gouvernement Et lui, il se singularise. Alors, il n'est pas le seul, le député de Guyane le fait de manière systématique. Serville. Et là, ça commence à poser un problème à l'intérieur du groupe. Tout à fait. Et il y a de fortes chances, à mon avis, il y a de fortes chances que monsieur... Parce que la stratégie des socialistes est très claire. C'est de faire en sorte qu'un certain nombre de ces députés sortent du groupe ou soient marginalisés pour que le groupe n'existe plus. Voilà. Il faut le dire, ça. C'est cette prédiction sinistre de M. Marajo, dont il a la seule responsabilité, que je vous invite à la semaine prochaine pour qu'on puisse parler de tas de sujets qui ne seront pas économiques. Il y en a plein qu'on a laissés en plan, notamment sur le chômage qui ne baissera jamais. Il faut oublier le plein emploi. Je voulais qu'on analyse les propositions économiques du Grand Assemblée, notamment de M. Marie-Jeanne. Ne nous t'attends pas. Ne nous t'attends de pas. M. Marie-Jeanne. Attends, tu veux conclure, mais on va allonger bien là. Donc ça, c'est pas professionnel. Donc, je vous dis bonsoir. À bientôt. Au revoir.